Bon, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je me sens très modeste après la précédente intervention. J'ai pas tout à fait le même pédigré, mais je vais vous relater à la demande des organisateurs les expériences, les expériences en cours sur la ville de Grenoble. Donc, sur l'urbanisme et la santé en France, le contexte national, en fait, aujourd'hui, il y a eu des velléités de se saisir de ces sujets par un certain nombre de grandes villes et puis par les grands groupes du BTP. Donc, l'État, en fait, est en retard par rapport à ce sujet-là et court un peu derrière. D'ailleurs, les villes ont organisé un réseau spécifique de villes santé et il y a un certain nombre d'échanges pour avancer sur ces sujets. On a aussi un contexte en France un peu particulier. C'est un sentiment d'insatisfaction des habitants par rapport à tout ce qui peut être construction nouvelle, densification. On a un État qui demande de construire des logements neufs. Et une critique des habitants par rapport, par exemple, à la disparition des parcs de maisons bourgeoises, parce que dans les plans locaux d'urbanisme, on dit ces secteurs-là, ils sont voués à la densification. Donc, en fait, on a un problème de protection parfois insuffisante d'espaces, on voit bien, de verdure qui préexistent, même s'ils sont privés, et qui favorisent la qualité de l'espace public. Et puis, du coup, aussi, avec le Covid, il y a eu un certain nombre d'études sociologiques qui montrent que les attendus des habitants sont quand même impressionnants, parce que moi, quand j'ai entendu les sociologues présenter ça, je me suis dit, mais c'est mes collègues qui ont répondu, c'est pas possible. Et en fait, c'était bien un panel représentatif des habitants en France. Donc, ce qui ressort, c'est quand même le souhait d'une ville plus amène, d'espaces communs dans les immeubles, de logements traversants qui peuvent être ventilés, d'espaces de proximité, la proximité du végétal qui a beaucoup manqué. Grenoble est une grande ville, donc à peu près par la route à 150 km de Genève, au cœur des Alpes. Elle se voudrait la capitale des Alpes, 160 000 habitants. On a un profil quand même de 19% de population en dessous du seuil de pauvreté. C'est 11% la moyenne des grandes agglomérations au niveau français. On est particulièrement impacté par les changements climatiques. Les augmentations de température, je crois qu'au niveau national, c'est 2,1% et à Grenoble, ça a été plus 2,3% par rapport aux dernières mesures. Et on nous annonce en 2050 plus 43 jours de canicule pendant les étés. En fait, c'est un effet de cuvette, comme c'est une ville... Alors, j'ai loupé le... Alors là, vous voyez que c'est une ville enserrée de montagnes, c'est une espèce de cuvette. Donc, en fait, c'est particulièrement avec un climat continental de montagne. Donc, en fait, particulièrement sujet à une thermique d'été. Problématique. Donc, la commande politique, dans les précédents mandats en France, c'était 2014-2020, la ville de Grenoble s'est fait remarquer par l'arrivée d'une équipe plurielle de gauche menée par un maire écologiste. Et donc, du coup, ils sont arrivés avec une vision différente de la ville. En fait, ils se sont réinterrogés sur qu'est-ce que c'est qu'un maire urbaniste, qu'est-ce que c'est qu'un adjoint à l'urbanisme, les grands adjoints à l'urbanisme bâtisseurs. Et en fait, ça a été leur questionnement pour se dire, mais finalement, nous, plutôt que les grands soirs, ce qui nous intéresse, je le dis un peu comme ça, c'est plutôt les petits matins et un urbanisme des modes de vie, que les habitants soient davantage, qu'ils aient un cadre de vie qui soit favorable, qui favorise leur santé, qui améliore la sociabilité et la vie de tous les jours.
J'ai résumé un peu les attendus. Donc, suite à ça, suite à tout un travail qui s'est traduit dans le plan municipal de santé qui intégrait un certain nombre d'actions sur le cadre environnemental des habitants, on a une commande politique en 2019 de travailler sur ce sujet-là. On a fait un certain nombre de visites. L'ambition politique a été marquée et ça a beaucoup fait discuter aussi par la nomination d'un adjoint à l'urbanisme et à la santé. Donc ses collègues lui disaient c'est une charge phénoménale parce qu'en fait il avait 3 délégations, il avait le Covid, il avait l'urbanisme et la santé. Donc c'était quand même beaucoup, mais finalement ça a permis de croiser des liens étroits avec le service santé qui est très développé à Grenoble, avec des lieux de vaccination, etc. Et puis du coup de réinterroger le plan municipal de santé. Je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc, on a lancé on s'est adossé à une assistance à maîtrise d'ouvrage d'études par rapport à un groupement pour faire un diagnostic santé très complet de la ville aux différentes échelles. Donc, on ciblait un diagnostic de la ville et un diagnostic sur 2 opérations d'aménagement qui sont en cours. Une opération qui est une ZAC Presqu'île, qui est quand même la turbine économique de Grenoble avec le centre d'énergie atomique et aujourd'hui une réindustrialisation autour de tout ce qui est batterie, etc. Et puis une autre opération d'aménagement, enfin on dit des ZAC, qui est plutôt au barycentre de la commune, qui est dans un secteur aussi de renouvellement urbain sur des tissus de désindustrialisation, mais plus proche des quartiers d'habitat social, et donc où le marché immobilier est moins porteur. Donc, sur la ville et sur chaque opération, en fait, on a défini des priorisations, des déterminants. Donc, donc on a fait un diagnostic technique, donc avec des propositions de priorisation des urbanistes, des gens de la santé et puis de l'AMO. Il y a eu une concertation auprès des habitants qui ont eux-mêmes, sur chaque secteur et au niveau de la ville, donné leurs attendus. Et puis, l'aménageur, parce que la ville ne travaille pas directement sur ces opérations, elle a un aménageur. L'aménageur a aussi fait le diagnostic de finalement ce qui fait aujourd'hui, ce qui pourrait potentiellement évoluer. Et de tout ça, les élus ont finalement privilégié leurs propres déterminants, et c'est ce qui est affiché à l'écran. C'est les déterminants d'une opération d'aménagement qui s'appelle la ZAC Flaubert, et je vais vous parler d'un secteur qui est aujourd'hui, qui sera en renouvellement urbain, parce que c'est une ancienne école d'instituteurs qui a été rachetée et qui doit partir en futur projet. C'est un grand îlot dans cette opération d'aménagement de 90 hectares, et du coup, l'ambition, c'est d'y construire 450 logements. Donc là, vous allez avoir quelques exemples finalement de ce qui ressort, de l'illustration des objectifs politiques et de leur traduction spatiale. Moi, je vais mettre l'accent sur... Donc on a essayé pour que ça parle facilement de spatialiser ces objectifs parce qu'ils ont été travaillés sous la forme de tableaux. Ils sont issus d'une forte acculturation avec l'aménageur. Parce qu'en fait, il a fallu que les élus soient fermes sur leurs attendus politiques pour qu'ils révisent, qu'ils veuillent bien remettre sur le chantier leur modalité de travail. Alors, il y avait beaucoup de choses positives, mais il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait pousser les feux, voire de nouvelles choses à prendre en compte. Par exemple, sur les modes de faire un peu concrètement, dans leurs opérations d'aménagement, on trouvait que sur la qualité des espaces publics, on n'était pas complètement satisfait parce qu'ils étaient très minéraux et également assez chers. Et en fait, la production de l'espace public était tronçonnée, c'est-à-dire qu'ils avaient un paysagiste en chef qui faisait l'APS, enfin l'avant-projet sommaire, et après il y avait un bureau d'études techniques qui faisait tout le reste,
avec le contrôle du paysagiste. Donc, sur ce quartier-là, on souhaite le mettre en place, mais sur le quartier qui est juste au sud de celui-ci, en fait, on a insisté pour qu'ils changent de mode de production, c'est-à-dire que le paysagiste en chef a postulé pour avoir la conception et la réalisation de l'espace public de A à Z, et on pense que c'est un facteur de qualité. La prise en compte davantage de la biodiversité, qui était un terme qu'ils ne connaissaient pas forcément. La question de... Alors, on a fait une démarche aussi sur des zones de fraîcheur. Donc ça, c'était des oasis urbaines. Donc ça a été un peu mieux pris en compte parce que c'est une thématique qu'on avait déjà abordée. Mais par contre, par rapport au type de végétaux et au changement climatique, c'était les propositions des paysagistes en chef des deux opérations étaient assez loin de ce que préconisaient les services de la ville qui avaient déjà fait un travail sur ces thématiques-là. Donc là, vous avez d'autres objectifs. Donc tout ça, c'est sur la vulnérabilité au changement climatique. Donc vous voyez que, par exemple, sur les logements, on demanderait 80% de logements traversants. Aujourd'hui, nous, on donne des avis très tôt en amont du dépôt des permis de construire. Et en fait, systématiquement, on essaye de peser pour qu'il y ait le maximum de logements traversants pour faciliter l'aération des logements et baisser les températures la nuit. On est passé aussi beaucoup d'une évolution du high-tech parce que les élus étaient très porteurs sous le précédent mandat de pousser les feux sur les exigences environnementales, à la fois en énergie renouvelable et à la fois en réglementation thermique où ils s'inscrivaient en moins 20% ou moins 30%, ou moins 40% par rapport aux préconisations de l'État, et avec des prescriptions de solutions. Et là, finalement, on s'est aperçu qu'on a pu davantage infléchir pour être sur du low-tech et plutôt des prescriptions d'objectifs et de résultats, notamment sur la qualité de l'air. Par exemple sur du double flux, enfin les ventilations mécaniques qui posent quand même souci et ils sont très développés en France. Je passe rapidement sur la gestion de l'eau pluviale. Il y avait très peu à Grenoble, paradoxalement, très peu de nous qui sont assez généralisés dans d'autres villes en France, mais ça c'est quand même des préconisations. Un gros travail sur la morphologie urbaine. En fait, il y a eu des études complémentaires sur les ICU et en fait avec des modélisations des formes urbaines et du coup l'implication par rapport au bruit, par rapport à la thermique, comment fallait compenser par rapport à la végétalisation, ça recoupe ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc la conséquence, c'est qu'en fait ça a permis de revoir le plan de masse du secteur que vous avez à l'écran, ce qui n'était pas gagné au départ, et aussi pour permettre d'agrandir les espaces verts qui étaient un espèce de couloir linéaire en ayant davantage d'espaces verts qui desserviront le quartier à construire, mais aussi les quartiers alentours. On a aussi un autre point positif, c'est qu'en fait, ce qui était préconisé, c'était ce qu'on appelle en France des espèces de macro-lots. Donc, on avait des partages de parkings qui étaient des parkings souterrains, qui étaient où on passait par un lot pour aller à l'autre lot de parking. Donc, on a aussi une évolution des formes bâties, au sens où on a beaucoup plus d'indépendance, des propositions d'un parking silo, même si on sait que c'est toujours compliqué à construire, mais on en a construit un sur cette opération d'aménagement plus au sud. Alors, il y a un modèle public et un modèle privé qui ont été construits sur la ville. Donc on a le dernier, c'est un parking privé avec un bar au-dessus, un bar avec des cultures de végétales, hein, comme on a vu, des petits jardins pour pouvoir alimenter les menus.
et puis à une conciergerie. On avait aussi beaucoup, enfin sur cette opération-là et pas sur l'autre, poussé les feux, les élus avaient demandé de pousser les feux sur les matériaux biosourcés. Donc l'îlot plus au sud, ce qui avait été mis en place, c'est une certaine quantité de bois assez volontaire. Donc on a d'ailleurs un bâtiment d'habitat social, tout en bois qui a été fait et qui est assez remarquable. Et on a lancé des opérations, qui sont en bois-terre ou en terre. Alors ça peut être de la terre banchée, ça peut être, de la brique, et cetera. Donc on a 2 consultations en cours et des bâtiments en commercialisation. On a aussi un impact sur les chantiers, avec, notre opérateur qui doit mettre en place un mandatement en phase chantier pour vérifier notamment les aspects énergétiques, mais aussi la bonne tenue des chantiers. Et puis antérieurement, on avait toute une politique, de jardins communs, de terrasses partagées, de parties communes, de laveries communes, ce qui est pas tellement, une culture partagée en France. Donc en fait, on se dit qu'on voudrait continuer, mais qu'on va faire un diagnostic, une sorte de rétex pour voir quelles sont les conditions de réussite de la gestion, sur le long terme de ces espaces-là. Parce qu'on s'aperçoit quand même que s'il n'y a pas un accompagnement ou du syndic ou du bailleur, bah, c'est un peu comme les associations, il y a des hauts et des bas, et donc ça, il faudrait, qu'on prenne bien en compte, les modalités de réussite. Donc toute cette démarche-là a permis, de mettre en cohérence, de systématiser et de pousser certaines actions. La commande qu'on a de notre directeur général et de nos élus, c'est, pour la ville et les services, notamment de l'urbanisme, c'est d'essayer d'innover et de porter en avant un certain nombre de thématiques pour que la métropole s'en saisisse et qu'elle l'inscrive notamment dans les documents cadres qui sont nos outils et notamment le plan local, d'urbanisme. Donc j'oublie pas non plus la santé et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait produit, des espaces de rez-de-chaussée en se disant: «Bah, il y a un centre médical qui va s'installer là» et en fait, c'est jamais comme ça. En fait, ce qui ressort, de l'expérience, c'est qu'en fait, il faut avoir un professionnel le plus tôt possible et construire avec eux, les espaces attenants, pour répondre à leurs besoins. Il y a l'enjeu alimentation aussi, on en a un peu parlé, hein, lors de la visite. Donc avec un projet d'épicerie, de second choix quelque part, hein, sur des dates plus courtes pour permettre, pour faciliter, la bonne alimentation, des habitants. Profiter sur ce terrain-là, sur ce secteur-là. Alors vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche là, il y a un ancien restaurant du Crous, qu'on va garder, conserver. Dans un premier temps, sur la partie sud, il y a un appel à manifestation d'intérêt pour de l'urbanisme tactique et on voudrait développer, tout le volet alimentaire, parce qu'on est quand même dans un secteur où la population, n'a pas de revenus. La population qui est autour de cet îlot-là n'a pas de revenus, très conséquents et n'est pas très pourvue non plus en offre médicale. Donc en fait, on a tous ces volets-là, à prendre en compte. Voilà. L'offre commerciale, bah, il va falloir qu'on retravaille, en prenant un programmateur. Jusqu'à présent, notre aménageur, il faisait ça un peu en fonction de ce qu'on avait décidé dans le plan local d'urbanisme, mais on s'aperçoit que le risque, c'est d'avoir des cellules, commerciales, vides. Par contre, il y a quand même des freins, c'est les budgets, le marché de l'habitat, c'est-à-dire à combien peuvent sortir les logements, et puis, le nombre de personnel, qu'on peut mettre, sur ces types de dossiers, qui me permet de passer au sujet suivant. C'est qu'en complément, on élabore, une charte de l'habitat et de la construction favorable à la santé. C'est une charte qui ne se veut pas, normative et qui se veut incitative avec la signature à terme potentiellement, des partenaires. Elle a été co-construite. Donc, c'est une démarche, support de dialogue avec l'ambition politique,
l'ambition d'expliciter les attentes politiques, notamment des promoteurs qui disaient mais c'est vert, ils veulent pas construire, ils nous embêtent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, voilà. Donc elle vise bien la qualité de l'habité pour tous les habitants, elle visera le souci de convivialité, de rapport à la nature, de biodiversité, les différentes échelles de vie pour le neuf et pour l'ancien. Voilà. Donc j'ai fait un petit résumé là finalement des difficultés rencontrées et des clés de succès. Donc c'est vrai qu'il faut un portage politique explicite et des capacités d'écoute fortes. Donc c'est vrai qu'on avait aussi un élu adjoint à l'urbanisme qui était un sociologue et spécialiste de la santé publique. Donc il connaissait rien à l'urbanisme, mais quelque part il avait aussi la capacité d'apprendre vite et de faire des liens entre les deux sujets. Et c'est vrai que c'était un facteur intéressant. Une AMO agile, parce que du coup, il a fallu que l'AMO de la ville, l'AMO des aménageurs travaillent ensemble, sachant que sur une des opérations, ils n'avaient pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'environnement et ni sur la santé. Et sur la deuxième opération d'aménagement, ils avaient un groupement, mais ils n'utilisaient pas le volet santé. Donc c'est quand même... ça met en route un certain nombre de choses qui devraient, on l'espère, augmenter la qualité de la production, parce que l'ambition, c'est de revoir les fiches de l'eau et les conditions de vente des terrains sur l'opération d'aménagement. Voilà. En conclusion, on a réinterrogé nos modes de faire. Il y a une explicitation des attentes de l'équipe politique, du sens donné quand même aux aménageurs, mais aussi aux services villes, parce que le fonctionnement, il est quand même en tuyau d'orgue, mais quelque part, il faut, comme on le demande aux partenaires, aussi travailler davantage en transversalité. Et puis, réinscrire l'échelle ville dans le plan municipal de santé. Et notre autre ambition, c'est que cette charte, qu'on la décline avec un certain nombre d'objectifs chiffrés dans les opérations d'aménagement, parce que la philosophie de Grenoble, c'était de tester des choses dans ces opérations d'aménagement pour après essayer qu'elles deviennent la norme, notamment dans les documents cadres comme le plan local d'urbanisme. Voilà, j'en ai fini.